Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine Lapsy et de Psyimage. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre trois cadres, le orange, le vert et le blanc. Et en fonction de la carte qui sera tirée au sort, vous aurez votre thérapie de la semaine. Donc je vous dis à tout de suite, groupe 1. Bonjour groupe 1, alors vous avez la sexualité. Alors, la sexualité, ça prend plusieurs formes, hein, et c'est différent, enfin, c'est vraiment une sexualité qu'on vit différemment chacun d'entre nous. Elle peut prendre la forme dans notre réalité ou elle peut prendre la forme dans notre imaginaire. Elle existe au moins au niveau psychique. Alors dans nos rêves, nos fantasmes, dans nos pensées et dans la réalité, elle peut être prégnante, inexistante, chaotique, elle peut être complexée, inhibée, avec un ou plusieurs partenaires de sexe différents ou non. Bref, enfin il existe vraiment beaucoup de sexualité, autant de sexualité même que d'individus. Donc qu'on y soit venu très jeune ou plus tard, avec sécurité ou de façon plus problématique, notre rencontre avec la sexualité a vraiment un impact sur nous. Elle peut être associée au plaisir, au devoir conjugal, à l'enjeu de reproduction pour fonder une famille, au jeu par exemple. Mais elle est parfois si taboue qu'on ne prend pas le temps d'explorer la nôtre et celle de nos éventuels partenaires. Alors, dans ce cas-là, elle peut devenir morne, presque contrainte, inexistante, malgré des envies. Elle peut être gênée, elle peut être troublée, elle peut être ennuyeuse. Elle peut aussi devenir compulsive, addictive. Et d'autres fois, ce sont des problèmes hormonaux ou physiques qui la déstabilisent et qui peuvent la rendre très compliquée. Alors, on peut explorer la sexualité par la pensée, en se demandant par exemple qu'est-ce que la sexualité pour moi, quels sont mes besoins, quelles sont mes envies sur ce plan. On peut l'explorer par la connaissance de son corps, le regarder, le toucher, savoir ce qui nous provoque du plaisir ou du déplaisir. On peut l'explorer par le partage si on veut, si on en a envie et qu'on a un ou plusieurs partenaires. Et donc faire des tests pour trouver une sexualité commune qui sera peut-être différente d'une sexualité individuelle ou d'une sexualité avec d'autres partenaires. En fait, il existe plein de pratiques sexuelles possibles. La créativité a en effet toute sa place dans notre sexualité et elle passe par tout un tas de possibilités à inventer ensemble. Le slow sex, les mises en scène, regarder, être regardé, se toucher, susurrer, jouer, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, pour vous, groupe 1, est-ce que vous osez explorer votre sexualité ? Savez-vous ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, Connaissez-vous la sexualité de votre partenaire si vous en avez un ou une ? Réussissez-vous à créer une sexualité ensemble ? Et le sujet est-il tabou pour vous ou chez vous ? Voilà, groupe 1, c'est un sujet extrêmement intéressant. J'espère que vous trouverez des réponses qui peuvent vous amener à avancer sur ce plan-là, parce que c'est quand même un plan essentiel. Et je vous souhaite une excellente journée. À la semaine prochaine. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la maladie. Alors la maladie, c'est vraiment une situation dans laquelle notre corps ou notre esprit ne vont pas bien de façon durable. Elle peut faire souffrir ou passer inaperçue et se développer à notre insu. Et on ne réagit pas tous de la même façon à la maladie lorsqu'elle s'agrippe à nous. Pour certaines personnes, c'est parfois une aubaine, pourvu qu'elle ne nous tue pas, bien sûr. La maladie, elle peut permettre que notre entourage s'occupe de nous. Elle n'est pas si désagréable. De la même façon, si elle nous permet de faire une pause dans notre vie trop trépidante qui nous éreinte. Pour d'autres, la maladie, elle évoque automatiquement la mort. Même lorsqu'il s'agit d'un petit rhume, hein. La mort physique, mais aussi la mort d'activité que nous ne pouvons plus faire si nous sommes trop affectés. Dans ce cas, elle peut être insupportable. Et dans d'autres situations, la maladie, elle devient une partie de notre identité. Elle fait partie de nous et
et on se définit en partie à travers elle. Et dans ce cas, c'est pas toujours simple de lui redonner sa juste place. Laquelle serait d'ailleurs, et d'ailleurs on pourrait se demander, c'est quoi sa place d'ailleurs? Alors il peut être intéressant de tenter de se rappeler comment notre entourage réagissait quand on était malade enfant. Ça donne parfois des indications sur notre manière d'y réagir aujourd'hui. Alors la maladie, c'est parfois aussi celle de nos proches. Et de la même façon, on n'y réagit pas tous de la même manière. Donc pour vous, groupe 2, face à cette thématique qui est assez intense, on va dire, face à votre maladie, et vous sentez-vous isolé? Ou vous sentiez-vous isolé si c'est arrivé avant? Que ressentiez-vous? Un apaisement, un sentiment de solitude ou du rejet? Est-ce que vous vous êtes senti choyé? Comment réagissaient les autres membres de votre famille? Est-ce que la maladie prenait de la place dans votre famille? Pour vous, comment cela se passe-t-il? Craignez-vous d'être malade? Craignez-vous les maladies des autres? Que vous dites-vous lorsque la maladie entre dans votre vie? Qu'est-ce que vous ressentez? Si vous pensez que la maladie est en lien avec l'expression d'un mal psychique, qu'exprime-t-elle selon vous? Voilà, groupe 2, c'est très intéressant comme thématique, donc je vous souhaite une très bonne réflexion. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour, groupe 3. Alors, vous, c'est la fratrie. Alors, on oublie parfois que notre rapport à nos frères et sœurs nous a construits, lui aussi, parce qu'il vient questionner le lien à l'autre d'une façon plus globale. Et si on est enfant unique, ça a eu un impact sur nous également. Donc, on appelle parfois la fratrie le laboratoire relationnel, parce qu'elle nous permet d'expérimenter des relations entre enfants du même âge et d'organiser les schémas relationnels dans notre cerveau qui perdureront jusqu'à l'âge adulte. Alors, par exemple, est-ce que vous vous souvenez comment se passaient les moments entre frères et sœurs? On vous propose aujourd'hui de mobiliser vos souvenirs des relations avec vos frères et sœurs, si vous en avez. Et si vous n'en avez pas, de vous rappeler comment vous entriez en relation avec les autres enfants de votre âge. À l'école peut-être par exemple, ou dans le voisinage, ou avec vos cousins, vos cousines. Donc, les questions pour vous, groupe 3. Quelle place aviez-vous dans la fratrie? Quel rôle? Est-ce la même place dans vos relations aux autres? Comment le vivez-vous? Dans votre fratrie, est-ce que vous étiez isolé ou plutôt entouré? Viviez-vous des chamailleries de la rivalité, de l'agressivité, de l'autorité, de la complicité, de la protection? Étiez-vous joueur? Qu'attendez-vous de votre relation avec votre fratrie aujourd'hui? Comment vos relations fraternelles ont-elles évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous considérez avoir un lien fraternel sans que vous soyez biologiquement liés? Arrivez-vous à identifier comment votre relation à votre fratrie ou bien votre statut d'enfant unique a pu influencer les liens que vous avez aujourd'hui avec vos pairs, vos amis, vos collègues, etc. Voilà, groupe 3. Eh bien, écoutez, c'est 3 thématiques super intéressantes aujourd'hui. Je trouve ça vraiment passionnant. Je vous souhaite une très bonne thérapie. J'espère que ça vous aidera à avancer dans votre quotidien. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.